Bonsoir, bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. C'est une hausse conséquente du nombre de chômeurs en avril. Plus de 26 000 personnes se sont inscrites à Pôle emploi au cours de ce mois. Le nombre total de chômeurs s'élève à 5 300 000 Français. Le gouvernement maintient pourtant le cap et annonce la création de 100 000 contrats aidés supplémentaires cette année. Analyse à suivre. C'est une accélération politique à droite après le congrès de baptême des Républicains. La course aux primaires est bel et bien lancée. C'est le choc des ambitions et des personnalités en attendant le comparatif des programmes. Alors quelles sont les stratégies des différents compétiteurs? Le décryptage dans ce journal. Pour la première fois depuis son enlèvement au Yémen, ses ravisseurs ont diffusé une vidéo d'Isabelle Prime, la jeune femme enlevée il y a 3 mois, en appel aux autorités françaises. Dans un Yémen au bord de l'implosion, le Quai d'Orsay affirme travailler en toute discrétion. Les éléments à suivre. C'est un trafic d'êtres humains considérable et pourtant, il fait rarement la une de l'actualité. Des milliers d'Érythréens torturés dans le Sinaï, fuyant la dictature de leur pays, ils sont enlevés puis déportés dans ce désert coincé entre l'Égypte et Israël. Un film documentaire retrace leur calvaire, Voyage en barbarie, de Delphine Deloger et Cécile Allegra, lauréates du prix Albert Londres. Elles sont nos invitées tout à l'heure. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Le répit du mois de janvier est désormais un lointain souvenir. Depuis plusieurs mois, le chômage augmente et la hausse du mois d'avril est conséquente. Avec 0,7% d'inscrits en plus, le gouvernement maintient pourtant le cap et annonce la création de 100 000 contrats aidés supplémentaires cette année. Les détails avec Nathalie Guilloire. C'est une mauvaise nouvelle que vient annoncer aujourd'hui François Rebsamen à Matignon. Le nombre de demandeurs d'emploi a augmenté de 26 200 personnes, soit une hausse de 0,7%. Ce chiffre représente la plus forte progression mensuelle depuis janvier. Il y a incontestablement un décalage entre la reprise d'activité et les embauches. C'est à partir d'une croissance de l'ordre de 1,2-1,5% que l'on constatera une diminution effective du nombre de demandeurs d'emploi. Ces nouveaux chiffres montrent également que les jeunes ne sont pas épargnés. Le nombre de demandeurs d'emploi des moins de 25 ans progresse de 0,8% en avril. Les plus de 50 ans, eux, connaissent une augmentation de 0,9%. Une douche froide pour le gouvernement qui, dans une mauvaise passe, annonce la création de 100 000 contrats aidés supplémentaires. L'inversion de la courbe du chômage n'est donc toujours pas d'actualité, malgré la hausse de la croissance de 0,6% au premier trimestre de cette année. Et c'est dans ce contexte dégradé que le Premier ministre recevait aujourd'hui les partenaires sociaux. Manuel Valls souhaite relancer l'emploi dans les petites et moyennes entreprises sans aller jusqu'à remettre ou en tous cas bouleverser le code du travail. Plusieurs propositions sont à l'étude. Mounir Soussi. Après l'échec de la dernière conférence sociale, session de rattrapage à Matignon. Pas moins de 10 organisations syndicales se sont succédées autour de la table du Premier ministre. Dès le début de la journée, Manuel Valls a fermé la porte à une réforme du contrat de travail. Une déception pour le MEDEF. C'est véritablement là où s'opérera le choc pour les TPE-PME. Elles sont en crise depuis 2007. Les entreprises sont, en tout cas les petites entreprises sont en crise depuis 2007. Il y a plus de 65 000 entreprises qui sont détruites par an. Il y a un moment où s'il faut réanimer, on va dire, la croissance, ça passera par de l'embauche dans ces petites et moyennes entreprises. Pour la favoriser, le patronat réclame plus de flexibilité. De leur côté, les syndicats de salariés refusent en bloc de toucher au CDI, mais proposent des solutions alternatives. Nous, on lui a fait une proposition d'avoir le CDI partagé. CDI partagé, c'est quoi? C'est un CDI, plusieurs entreprises, à travers les groupements d'employeurs. Et ça nous paraît tout à fait adapté pour les petites entreprises et les moyennes entreprises. Proposition qui a paru intéresser, on verra. L'enjeu est crucial, les très petites entreprises concentrent plus de 70% des salariés. Le sort réservé à ces propositions sera tranché directement par l'Elysée le 9 juin, à l'occasion du lancement d'un nouveau plan de lutte contre le chômage.
La suite du 22h, dans un instant, nous parlerons de ces chiffres du chômage et puis de l'accélération politique à droite. À suivre aussi dans notre journal, nos invités, lauréates du prix Albert Londres, pour un documentaire poignant, le tout après le rappel des principales informations en France et dans le monde. Le tour de l'info est signé ce soir, Agathe Pécastin. Isabelle Prime appelle à l'aide. L'otage française, enlevée le 24 février à Sanaa, apparaît dans une vidéo diffusée sur Internet. Pendant 21 secondes, la jeune femme s'adresse en anglais à François Hollande et au président yéménite. Au Quai d'Orsay, la vidéo a été authentifiée, mais la discrétion est de rigueur. Le ministère des Affaires étrangères affirme que tous les services de l'État œuvrent pour sa libération. Officiellement, la rencontre doit porter sur la compétitivité des entreprises européennes. Mais le dossier grec devrait monopoliser les discussions. Angela Merkel, Jean-Claude Juncker et François Hollande sont à Berlin. Objectif, tenter de trouver une issue aux négociations entre le gouvernement grec et ses créanciers. Après 4 mois d'échanges laborieux, le plan d'aide à la Grèce est au point mort. Athènes attend un accord de près de 7,3 milliards d'euros avant la fin de la semaine. Thomas Thévenoud visé par une plainte de Bercy. La Direction générale des finances publiques saisit le parquet de Paris. L'ancien secrétaire d'État et sa compagne sont accusés de fraude fiscale. En septembre 2014, 9 jours seulement après sa nomination, Thomas Thévenoud avait dû quitter le gouvernement. Les révélations sur sa situation fiscale non déclarée avaient fini par l'écarter du pouvoir. Toujours député, mais plus sous l'étiquette socialiste, il dénonce un acharnement. Le Grand Paris pourrait ne pas voir le jour avant 2017. Le Sénat a repoussé d'1 an la création de la métropole parisienne. Pour les sénateurs, les 124 communes ne semblent pas encore coordonnées. On n'a aucune projection financière, on ne sait pas fiscalement ce que ça veut dire ni pour les communes, ni pour les intercos, ni pour la métropole. On n'a pas de garantie d'organisation, on ne sait pas exactement ce que seront les compétences. Côté transport, même constat, le chantier du métro Grand Paris Express accuse déjà un retard de 2 ans. Et on termine avec le dessin du jour signé Willem pour Libération. Nicolas Sarkozy tente de dompter les divisions internes de son parti. Le lundi, décryptage consacré à 3 grands thèmes ce soir. D'abord, bien sûr, les chiffres du chômage. Malheureusement, les mois se suivent et se ressemblent avec une hausse conséquente pour avril. Le gouvernement maintient pourtant le cap en annonçant des contrats aidés et des formations supplémentaires. Pour quel effet? On en parle dans quelques instants avec notre chroniqueur Jean-Louis Combeau. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Autre sujet, l'accélération politique à droite. La compétition est plus que jamais exacerbée. Les Républicains lancent la bataille de l'alternance. Mais pour quel programme? Et surtout, pour quel corpus idéologique? L'analyse à suivre de Frédéric Dabi. Bonsoir. Bonsoir Frédéric. Sonia. Ah ouais, c'est vous Frédéric. Je me salue Directeur général adjoint de l'IFOP, un peu troublé. Et puis, on parle souvent, c'est un sujet très important dans l'actualité des migrants, du trafic d'êtres humains. Mais on parle quasiment jamais d'eux. Eux, ce sont les Érythréens au Sinaï qui fuient une terrible dictature militaire dans leur pays. Un film documentaire retrace leur calvaire. Les 2 réalisatrices sont lauréates du célèbre prix Albert Londres. On est très heureux de les accueillir sur Public Sénat, chaîne qui a contribué à l'existence de ce documentaire. Bonsoir Delphine Deloger. Bonsoir. Et Cécile Allegra, bonsoir. On est ravis de vous accueillir. On va parler en détail de votre film documentaire. Et je vous rappelle que sur tous ces sujets, vous pouvez bien sûr réagir via le hashtag le22h. L'actualité, c'est d'abord Jean-Louis Combeau, le chômage, la hausse continue. Mois après mois, les mauvaises nouvelles continuent de tomber sur le marché du travail. Derrière les chiffres, d'abord, Jean-Louis, il faut qu'on en parle. Ce sont des hommes, des femmes et des familles et ils sont 26 000 touchés par la précarité. Et ils sont 26 000 de plus le mois dernier, ce qui est effectivement un chiffre que l'on peut qualifier quand même de catastrophique, parce que le problème, c'est pas tellement que le chômage augmente, ça fait 7 ans que le chômage n'a pas connu une année de baisse, donc on finit par s'habituer. Mais le problème, c'est que ça s'aggrave. C'est ça la question. C'est pas seulement que ça ne baisse pas, c'est que ça s'intensifie. En janvier, on avait moins 19 000. En février, on avait plus 13 000. En mars, on a plus 15 000. Et là, nous voilà avec plus 26 000. Depuis le début du quinquennat de M. Hollande, le chômage augmente en gros de 18 000 par mois. Et là, c'est 26 000. C'est-à-dire chaque jour ouvrable
000 chômeurs de plus. Et ce qui est également inquiétant, c'est que jusqu'à présent, vous aviez le chômage qui augmentait, parce qu'il augmentait bien sûr depuis très longtemps, mais le chômage des jeunes arrivait à tirer son épingle du jeu. Il augmentait beaucoup moins, et voire même au début du quinquennat, il baissait. Puis après, il a stagné. Et maintenant, il augmente plus que la moyenne, c'est-à-dire que le chômage sur le mois d'avril a augmenté de 0,7, mais le chômage des jeunes a augmenté de 0,8. Et ça, c'est la première fois. Et le chômage des seniors a augmenté de 0,9. Et le chômage à plus d'un an a augmenté de plus de 1%. Donc, on a des signes quand même de dégradation inquiétants. Pourtant, Jean-Luc Gombault, certains soulignent en même temps le passage des clignotants au vert de l'économie. Comment on peut expliquer un tel décalage entre ces deux Alors, situations ? je pense que le problème, c'est pas seulement le chômage, évidemment, a besoin pour baisser, et M. Rebsamen l'a rappelé à juste titre, de plusieurs mois de hausse de la croissance, on le sait bien, l'effet emploi jouera sur le moyen terme. Le problème, c'est que les chefs d'entreprise n'y croient pas. C'est-à-dire, quand vous êtes un chef d'entreprise, vous embauchez pas quelqu'un à partir d'un frémissement conjoncturel du moment. C'est parce que vous embauchez quelqu'un en CDI notamment, parce que vous anticipez la poursuite de la croissance. D'ailleurs, c'est très intéressant de voir que les embauches qui existent, ce sont des contrats à durée déterminée sur 6 mois. Donc la perspective des chambres d'entreprise aujourd'hui, lorsqu'ils embauchent, c'est ça. Alors le problème, c'est que on accuse le gouvernement d'être impuissant. Il est peut-être impuissant, mais il n'est pas inactif. Quand vous regardez ce qui a été fait depuis le début du quinquennat de M. Hollande, il y a beaucoup de choses. Le CICE, les contrats de sécurisation de l'emploi, les emplois jeunes. M. Rebsamen vient de nous dire « j'en mets 100 000 de plus ». Il oublie de préciser que 100 000 emplois aidés de plus, c'est 800 millions d'euros de plus dans le budget. Où est-ce qu'il va trouver de l'argent? Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a eu? On a rencontré les partenaires sociaux. Les patronats disent, écoutez, voilà, malgré tout ce que vous faites, vous voyez bien que le chômage augmente. Maintenant, la dernière carte que vous pouvez jouer, c'est l'assouplissement du marché du travail et du contrat de travail. Or, qu'est-ce qu'a dit M. Valls? Elle a dit non. On ne bousculera pas le code du travail. Et notamment le CDI. Voilà. Ça veut dire que est-ce qu'il peut poursuivre d'ici à la fin du quinquennat des réformes supplémentaires? On a l'impression qu'il ne peut pas, politiquement, franchir le Rubicon. Frédéric Dabi, attention aussi, on a l'impression que certains s'habituent à cette terrible litanie des chiffres, que leur publication et leurs commentaires n'est plus un événement, sauf évidemment pour ceux qui les vivent dans leur chair. Oui et non, Sonia, puisque le chômage, dans toutes les enquêtes de l'IFOP sur les priorités des Français, ces questions économiques et sociales en général, et l'emploi en particulier, constituent le cœur des préoccupations et le cœur de l'impopularité historique de François Hollande, président le moins populaire depuis le début de la Ve République, c'est l'absence de résultats sur les questions économiques et sociales, et notamment sur le chômage. Avec en plus un effet dévastateur, avec une sorte de décalage entre les bonnes nouvelles récentes sur le plan macroéconomique, prix du pétrole, prix de l'euro, croissance. Et ça, on l'avait dit ici, ça ne parlait pas aux Français, ça ne touchait pas leur quotidien. Et donc cet effet de ciseau entre ces bonnes nouvelles macroéconomiques et sur le plan microéconomique, sur le plan de l'emploi, sur le plan de ce que regardent les Français, ça n'impacte pas, avec sans doute un sentiment de tromperie qui va être associé à l'action du gouvernement. Sur le mode, ils sont éternellement optimiste. Rappelez-vous François Hollande et sa promesse d'inverser la courbe du chômage. Il le disait le 14 juillet 2013, la reprise est là, et le sentiment que sur le terrain, ça n'agit pas. Nicolas Sarkozy, en 2012, avait été battu avant tout sur son bilan, et notamment sur son absence de résultats en matière d'emploi. François Hollande l'a un petit peu intériorisé lorsqu'il a dit « je me représenterai si nous avons des résultats en matière économique et sociale ». Ça n'en prend pas le chemin aujourd'hui. Alors on va parler à présent d'accélération politique à droite. Vous l'avez évidemment remarqué, après le congrès de baptême des Républicains, bien la course aux primaires est bel et bien lancée. C'est le choc des ambitions et des personnalités. En attendant, toujours le comparatif des programmes. On voit cela avec Sophie Normand-Couturier. On en parle juste après, regardez. Une démonstration d'unité, malgré quelques huées et sifflements. C'était samedi lors du congrès fondateur des Républicains. Rassemblés autour de Nicolas Sarkozy, les ténors du parti mettent leurs divergences de côté, le temps de la photo de famille. Car dès le lendemain, la compétition en vue de 2017 est relancée. Candidat déclaré à la primaire, Alain Juppé se dit hier déterminé à gagner et tacle au passage son adversaire. Nicolas Sarkozy a le parti, moi pour l'instant j'ai l'opinion, mais j'organise ma petite PME. Une pique balayée d'un revers de la main le soir même par le principal intéressé. Je ne rentrerai pas dans ce jeu-là. Ma responsabilité de président de la famille, c'est de garantir que chacun peut s'exprimer. Avant que Bruno Le Maire n'enfonce le clou ce matin. L'offre à droite ne se résume pas à Nicolas Sarkozy. À 15 mois des primaires du parti,
la course à la présidentielle s'annonce déjà rude. Et en l'espace de quelques jours où il y a eu une très forte accélération avec le Congrès, donc ce Congrès Frédéric Dabi, et puis des passes d'armes ce soir avec un peu de recul, quel est le bilan de toute cette séquence ? C'est d'abord un congrès qui n'a pas intéressé les Français. Ce n'est pas propre à ce congrès UMP, les Républicains. On sait que les événements qui relèvent de la politique politicienne et partisane ne passionnent pas les Français. Dans le baromètre IFOP fiducial pour Match et Sud Radio, qui va être diffusé demain matin, seuls 12% des Français dans leur conversation ont parlé de ce congrès, et c'est moins d'un quart chez les sympathisants UMP. Ce congrès, c'est également une case de plus de cocher pour Nicolas Sarkozy, même si il n'y avait pas foule, même s'il y a eu ces affaires de sifflets. Après l'élection interne du mois de novembre, il coche la case création de son parti pour lui. Et là, il est en continuité avec le RPR taillé pour la candidature présidentielle de Jacques Chirac, voire l'UMP en 2002. Mais, il y a un mais, un congrès n'est pas une élection présidentielle. Il faudra passer par la case primaire, et on a bien vu, et votre reportage a très, très bien montré, que derrière l'unité, on a déjà les rivalités qui s'aiguisent, avec quand même un point commun chez tous les candidats potentiels, c'est le fait de taper la gauche et de vouloir avant tout l'alternance, mais des petites musiques différentes. Xavier Bertrand parle de la valeur travail, Bruno Le Maire parle du renouveau, François Fillon de la liberté, et Nicolas Sarkozy, on l'a bien vu dans le reportage, joue le rassemblement. Frédéric Dabi de cases à cocher. Jean-Luc Gambeau, il reste la case programme à venir. On a parlé du choc des ambitions, des personnalités. On attend aussi le comparatif des programmes, et surtout sur le plan économique. Et je pense que c'est pas que réservé aux Républicains. C'est-à-dire que j'ai l'impression que, justement, l'économie a l'air, dans le débat politique, de passer, en gros, à l'as. C'est très étonnant parce que c'est ce qui préoccupe en premier les Français. Et quand on écoutait les différents discours des candidats à la primaire lors du Congrès républicain, on ne voyait pas une forte présence économique. On est de plus en plus, je ne sais pas si ça se reflète dans les sondages, sur le débat sur les valeurs. Mais la valeur travail, bon, un des candidats en a parlé, mais en réalité, elle disparaît progressivement. Comme si on s'habituait à une conjoncture un peu mollassonne, et du côté du gouvernement et du côté de l'opposition, qu'on n'avait pas grand-chose à dire là-dessus, et qu'on se réfugiait pour le débat sur des questions de valeur qui, sans doute, intéressent les Français, mais certainement secondairement par rapport à cette question majeure qu'est l'affaire du chômage. Justement, les Français, là on parle de la droite, en face c'est un président de plus en plus candidat, ça n'aura échappé à personne. Que pensent les Français, Frédéric Dabi, de ce décor politique à droite comme à gauche? Tous sont déjà dans les starting blocks alors que nous sommes en 2015. Oui, ça va aussi enraciner les critiques vis-à-vis du personnel politique, ne pensant seulement à sa reproduction, à sa réélection, qu'à arranger, qu'à améliorer la vie quotidienne des Français. C'est là, je dirais, le cœur du désenchantement qu'on a dans l'opinion, le fait qu'en dehors de l'élection présidentielle, l'abstention est massive à toutes les élections. N'oublions pas quand même, pour défendre les leaders du parti Les Républicains, que avant de se lancer dans cette course à la primaire et cette course programmatique, il y a la dernière élection à cocher, pour reprendre mon terme, les élections régionales. Une élection présidentielle est bien sûr une élection extrêmement singulière, mais elle s'inscrit dans un continuum d'élections. C'est important pour Nicolas Sarkozy, comme pour ses rivaux, de pouvoir afficher un nouveau succès très net en décembre prochain. Mais c'est vrai qu'il y a très clairement un décalage entre ces préparations, ces différentes écuries. Il y a aussi ces levées de fonds auprès de riches donateurs à l'étranger pour les principaux candidats, et le quotidien des Français, ce chômage qui augmente. Et quand Jean-Louis Gambeau parlait de la valeur travail, il y a dans la sociologie électorale un fait majeur, c'est que la France du travail, la France active, a certes abandonné l'électorat socialiste, mais elle n'a pas retrouvé l'UMP, les Républicains. Le parti qui capitalise sur les déçus de la France du travail, c'est le Front National. C'est important, oui, de le souligner. Alors, on va passer à un tout autre sujet. Peut-être voulez-vous faire réagir, Delphine Deloger et Cécile Allegra, à ce décor politique déjà planté, tous déjà dans les starting blocks, alors que, oui, 2017, c'est dans 2 ans. Quel est votre regard, un peu distancié peut-être? Nous sommes là pour parler du prix Albert Londres, et c'est vrai que la chose qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de rappeler que l'Europe a signé le protocole de Khartoum, par lequel elle s'engage à verser 320 millions d'euros à la dictature d'Isaias Afewerki, et qu'on est tous très conscients que la question des migrants en Europe est un problème. Mais malheureusement, on n'a pas vraiment affaire à des migrants, mais plutôt à des fuyards ou à des évadés de dictature et de guerre civile. Et que
on peut pas de cette manière-là signer des chèques en blanc à des régimes. C'est le sujet primordial pour vous, on l'a compris par rapport à tout ce dont on vient de parler, qui fait aussi partie de l'actualité. Alors on va en parler, parce que c'est un trafic d'êtres humains quasiment méconnu. En tous les cas, on en parle très peu, voire jamais. Il ne fait pas la une de nos journaux, et pourtant c'est un terrible calvaire que vivent les Érythréens dans le désert du Sinaï, après avoir fui la terrible dictature de leur pays. Je vous propose de regarder un extrait du film documentaire Voyage en barbarie, qui sera diffusé de nouveau sur notre antenne ce jeudi soir à 22h30. They would wake us up at 5, sometimes if we're lucky at 5:30. And then they would ask, did you get the money? Usually the answer is no. Actually pretty much all the time was no, because it's not really easy to get $30,000. And of course the beating continues all day, non-stop. One torturer would beat us all for about 45 minutes, an hour. He would get tired, he would go out, another would come in, beat us up. He would go out, someone else would come in. It would keep this way. Voilà pour cet extrait. D'abord, Delphine Deloger, Cécile Algrad, bravo. Sincères félicitations pour ce célèbre prix Albert Londres, et Public Sénat et ses équipes sont vraiment très fiers d'avoir vous avoir accompagné pour y contribuer. On va tout de suite préciser aux téléspectateurs que ce n'est pas un documentaire pédagogique sur la situation des Érythréens. C'est véritablement un récit à travers des destins et des visages. C'est très important cela. C'est vrai qu'on n'a pas mis le journaliste au cœur du récit, mais la parole des victimes, qui est un peu mise... Enfin, on a aussi la parole d'un tortionnaire qui donne malheureusement la crédibilité au récit, parce qu'on aura tendance à penser que cette parole-là, justement, des migrants, parfois, on peut la mettre en doute. Et on a tenu à avoir la parole aussi d'un tortionnaire, non pas pour qu'il se justifie, ni pour savoir pourquoi il faisait ça, mais comment il le faisait. Et donc c'était important aussi pour nous de faire un film qui rende l'humanité à ces corps, à ce peuple érythréen. Et avant tout, on devait leur rendre ça, et de faire un film avec une extrême pudeur. Ce que vous avez formidablement réussi, et ça a été récompensé de manière aussi formidable par un prix très célèbre. Cécile Algrad, vous vouliez aussi montrer jusqu'où peut aller la barbarie, jusqu'où peut aller l'humain. Bien sûr, puisque on le dit souvent, c'est un film sur la cruauté humaine. Bien sûr que c'est ça que ça raconte. Au début des tournages, on se demandait pourquoi vont-ils si loin. On s'est longtemps posé cette question, on s'est demandé pourquoi, si l'objectif est le trafic et la rançon, pourquoi les torturer jusqu'à les tuer. La réponse, c'est que c'est la banalité du mal. Et en même temps, ça vous montre bien... nous, on a découvert aussi à quel point ça pouvait être rapide, la mise en place d'un trafic de ce genre-là. Partout où il y a une dictature d'où les gens veulent s'évader, partout où il y a un désert qui n'est pas très contrôlé, partout où il y a des ferments de guerre civile, il y a la possibilité d'exploiter des gens qui fuient désespérément. Et ce qui nous a engagés sur le chemin d'une réflexion plus générale sur l'accueil, évidemment, puisque en Europe, on est très très focalisé sur Lampedusa et ses drames successifs. Et avec ce film, nous, on voulait essayer de raconter aussi ce qui se passait de l'autre côté, c'est-à-dire 3 à 4 années de cheminement et de souffrance. Il faut rappeler que les Érythréens sont de plus en plus nombreux à quitter leur pays pour tenter l'aventure, que ce soit vers l'Europe ou Israël. On en a pas mal parlé ces derniers temps dans l'actualité. Je vais laisser aussi la parole à Jean-Luc Gombault et Frédéric Dabi. Mais parlons de la méthode de torture qui consiste, il faut le préciser, à appeler un proche sur un portable. Et au moment où le proche va décrocher, la torture commence en direct au téléphone. C'est une méthode pour... demander de l'argent. Oui, pour forcément impressionner, traumatiser la famille, détruire la famille qui est en face. Puisqu'il y a un des intervenants qui dit, à un moment donné, sa famille commence à plus supporter les appels et finissent par dire « dis-leur de te tuer ». Ce qui est, vous imaginez, des deux côtés, ce que ça peut faire. C'est terrible. C'est-à-dire que à la fois, ça détruit la famille, qui est rançonné, qui est otage d'une certaine manière, et eux qui se sentent en plus coupables de devoir appeler leur famille et qui aujourd'hui sont endettés. Donc c'est un moyen de pression assez
ingénieux, malheureusement, diabolique, et qui oui. fait ses preuves parce que c'est énormément d'argent qui ont été récoltés sur une population, sur la diaspora qui est un peu partout en Europe. C'est pour ça que les familles qui sont rançonnées sont au départ en Érythrée, mais bien souvent les sommes sont quand même astronomiques, donc ils font appel à un oncle, une tante qui sont aux États-Unis, en Europe, en France. On sait qu'il y a des familles à Rennes qui ont été rançonnées. C'est très difficile de les faire parler. Donc c'est un véritable trafic organisé. Et qui sont les tortionnaires? Ce sont les Bédouins de ce désert du Sinaï coincés entre l'Égypte et Israël? Non, alors attention, parce que les tortionnaires, et ça dépend ce que vous entendez par tortionnaire. Est-ce que vous pensez... Voilà, dans un trafic de ce genre-là, il y a les exécutants, il y a les passeurs, les gens qui kidnappent à l'origine. Et c'est tout un système qui est extrêmement bien huilé, parce qu'il faut quand même rappeler aux téléspectateurs que les Érythréens qui fuient, ils vont pas se jeter dans la gueule du loup en sachant le sort qui leur est réservé. Ils essayent juste de passer la frontière. Et ensuite, on vient les kidnapper et on va les déporter vers le désert du Sinaï, mais aussi vers le désert libyen, dans des endroits au Soudan. Donc les tortionnaires, les exécutants sont des Bédouins de la tribu des Sawarka dans le nord-est du Sinaï. Les premiers tortionnaires, maintenant, il y a des Libyens, il y a des Yéménites, il y a des Soudanais, voilà. Mais il y a une responsabilité de 4 États dans ce trafic. L'Érythrée, parce qu'elle fournit les êtres humains qui vont être trafiqués, le Soudan, parce qu'il les laisse passer, l'Égypte, parce qu'évidemment, il laisse cette barbarie absolue se dérouler sur son territoire sans réellement chercher à l'arrêter. Et la Libye, qui, bon, évidemment, est une terre... Et dans son chaos... Dans son chaos, ne fait pas grand-chose. Vous vouliez poser une question, Jean-Luc Gombault? Non, simplement dire que ce film est absolument magnifique. J'encourage tout le monde à le revenir jeudi, parce que c'est un très beau... En plus, techniquement, il est très très bien monté, il est très intéressant à suivre. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on fait connaissance avec ces Érythréens que nous ne connaissons pas en Europe. C'est un peuple venu de nulle part. Pourtant, c'est un tiers des arrivées en Europe. Voilà, et justement, qui sont ces Érythréens? Un tiers, et c'est les Syriens, les Érythréens essentiellement. Qui sont ces... On les connaît. Et alors, un petit peu, ces gens parlent magnifiquement l'anglais, et ce sont donc des gens de cultivés, éduqués, enfin c'est absolument épouvantable pourtant ravagés. Et pourtant évidemment ravagés. Et on ne sent pas, lorsqu'ils sont interviewés par vous, une haine terrible. C'est-à-dire qu'il y en a un qui dit on ne peut pas discuter avec ces tortionnaires, ils sont hors de toute logique et inexprès. Alors ses mains ont été coupées, on le voit à la fin du film, et ces gens-là ne développent pas une haine féroce par rapport aux gens qui les ont torturés, je trouve. Ils sont fatigués aussi, hein. Ils sont ceux qu'on a rencontrés, ça fait pas si longtemps que ça qu'ils sont sortis, parfois ça fait à peine un an, ce qui est très... Donc ils sont habités par des cauchemars, ils ont... donc ils ont quelque chose aussi de meurtri dans leur chair, mais dans leur âme, et ce qui fait ils ont souvent repris parfois clandestinement un bateau pour revenir en Europe. Donc c'est une traversée. Enfin ça. Vous pouvez pas rajouter à ça la haine, quoi. Voilà. Ce film, c'est aussi pour que l'on parle d'eux. Ils sont des oubliés de l'histoire. Ils sont des oubliés de l'histoire, absolument, bien sûr. Regardez, ça a commencé en 2009-2010 et il n'y a que maintenant qu'on en parle. C'est quand même incroyable. Si vous voulez, c'est tellement massif. Et pourtant, on est vous dites c'est incroyable, vous nous dites c'est incroyable que nous n'en parlions pas également. Voilà. Bien sûr, c'est incroyable qu'on ne se soit pas posé la question, alors qu'on a autopsié les corps qui arrivaient à Lampedusa et qu'on a vu qu'ils étaient torturés et qu'on n'arrive pas, non? Oui, à Lampedusa, ceux qui arrivent sont pas torturés. Là, ils commencent à venir depuis quelques années. C'est pas sur le naufrage de 2013. En tous les cas, oui, il y en avait. Forcément, il y en avait, mais c'est pas la majorité au départ partait en Israël. Donc c'est un formidable travail récompensé par le célèbre prix Albert Londres. Merci beaucoup, Delphine Deloger et Cécile Allegra. Merci. On va préciser de nouveau que votre documentaire sera diffusé donc jeudi à 22h30. Vraiment, c'est à voir. C'est à voir. Bravo encore pour votre travail. On est très heureux de vous accompagner en tous les cas à Public Sénat. On arrive à la fin de ce journal. Merci Frédéric Dabi et Jean-Luc Gombault. Merci de votre fidélité à vous. Belle et douce nuit. À demain avec plaisir.